Thomas Weber avait failli passer à côté, ce n'était qu'une allusion, apparemment anodine. Son voyage d'affaires l'avait éloigné de Francfort, et comme d'habitude, il avait laissé à sa femme Sabine un programme détaillé. Elle lui avait également expliqué son emploi du temps avec précision. Après tant d'années de mariage, c'était devenu une habitude. Thomas, un homme affable, toujours souriant, travaillait comme spécialiste des solutions aux problèmes et des négociations pour un grand consortium. Des voyages d'affaires comme celui-ci se produisaient plusieurs fois par an, bien que de manière irrégulière. Le long voyage de cette semaine devait durer jusqu'au samedi. Il prévoyait d'arriver à Munich après minuit et avait réservé un vol Hambourg-Munich pour le samedi soir à 21h15. Il avait insisté pour que Sabine ne vienne pas à l'aéroport de Munich. Il avait plutôt l'intention de rentrer en bus, qui le déposerait devant leur porte à Starnberg à 1h30 du matin. Puis, l'inattendu se produisit, le contrat fut conclu plus tôt que prévu, le jeudi matin. À 11h, les personnes avec lesquelles il négociait avaient signé et étaient parties pour gérer une crise dans l'une de leurs entreprises sur la côte baltique. Thomas modifia ses billets d'avion après être arrivé tôt le matin à Hambourg. À 13h45, il était déjà dans l'avion. Il appela Sabine pour lui annoncer son retour dans l'après-midi et téléphona pendant le vol depuis le téléphone de bord. Bien sûr, elle était au travail. Il chercha dans sa mallette le numéro de son bureau et essaya de la joindre à son bureau. Sa secrétaire répondit, « Schuster, Behrens et Müller, comment puis-je vous aider ?»« Oh, où est Claudia ?» demanda Thomas. Claudia était la secrétaire personnelle de Sabine. D'habitude, ses appels étaient directement transférés à son bureau. La secrétaire de Madame Conroy est absente aujourd'hui et demain. « Comment puis-je vous aider ?» demanda la réceptionniste, enjouée. « D'accord, pourrais-je parler à Madame Conroy alors ?» La réponse, un peu effrayée, arriva, « Madame Conroy ?»« Qui est à l'appareil ?»« Veuillez me passer Madame Conroy, c'est son mari. »« Oh, Madame Conroy est occupée pour le moment, et je ne suis pas certaine quand elle sera disponible, » dit la réceptionniste après une courte pause. « Puis-je prendre un message ?» Thomas hésita un instant. Il raccrocha en disant, « Non, je lui parlerai ce soir à la maison. Dites-lui simplement que j'ai appelé. » Quelque chose dans cet appel lui sembla étrange, mais il lui fallut encore une demi-heure pour identifier exactement ce qui clochait. Sabine lui avait assuré la veille au soir au téléphone qu'elle serait au bureau toute la journée. Mais peut-être travaillait-elle sur une affaire juridique ou avec un client et ne devait pas être dérangée. Le principal problème était l'absence de Claudia. Sabine avait décidé que Claudia devait avoir les mêmes horaires de travail qu'elle. Thomas se souvenait qu'à de rares exceptions près, Claudia quittait le bureau exactement au moment où Sabine partait. Thomas arriva chez lui vers 18h35, l'avion avait atterri à Munich à l'heure. Étonnamment, Sabine n'était pas là, la maison était plongée dans l'obscurité. À cette heure-ci, sa femme était presque toujours rentrée. Thomas déballa ses affaires, tria son linge sale dans le panier à linge et se changea. Il se prépara un sandwich au fromage pour dîner, et comme Sabine n'était toujours pas rentrée à 20h, il se détendit devant la télévision en l'attendant. Il commença à s'inquiéter à mesure que le temps passait et que Sabine n'était toujours pas rentrée du travail. Avait-elle eu un accident? Si quelque chose de ce genre était arrivé, quelqu'un aurait laissé un message ou au moins appelé à la maison. Trop nerveux pour rester assis, il se surprit à faire les 100 pas dans la pièce. Lorsqu'il appela son numéro de portable, il entendit un message indiquant que la ligne n'était pas accessible. Très probablement, pensa-t-il, le téléphone était éteint. Je me demande pourquoi elle a dû l'éteindre, se demanda-t-il. À 21h20, l'indice que quelque chose n'allait pas se mua en une braise de préoccupation lorsque son propre téléphone portable commença à sonner. Il décrocha et entendit la voix de Sabine. Ses premiers mots, dits d'une voix qui semblait normale, furent « Je commençais à m'inquiéter qu'il se soit passé quelque chose. Tout va bien pour toi? J'ai appelé à l'hôtel après le dîner, et ils m'ont dit que tu avais libéré la chambre. » Oui, les plans ont un peu changé, dit-il. Où es-tu? Je suis à la maison. Je suis en train de ranger la cuisine. C'est tellement solitaire ici ce soir. Seras-tu à la maison dimanche comme prévu? Fixant la cuisine sombre et vide, et la vaisselle de son dîner préparé qui s'entassait dans l'évier, il dit, oui, je serai à la maison tout dimanche, pas de problème. Ce matin, nous avons transféré nos négociations au siège principal de l'entreprise. Tu peux me joindre sur mon portable. Il s'est passé quelque chose d'inhabituel aujourd'hui? Aujourd'hui?
J'ai essayé de te joindre au bureau cet après-midi. Thomas n'en revenait pas. Oh, non. Rien de spécial. Je devais être au téléphone avec Stéphane Berger à ce moment-là. Il m'a aidé cette semaine à débloquer le problème avec le compte Chula. Je lui dois beaucoup pour ça, dit-elle avec un ton qui semblait cacher une signification. Sabine était enthousiaste. Chérie, après avoir évité des problèmes avec ce compte, il semble que je vais obtenir un partenariat. Monsieur Schuster me l'a pratiquement promis. C'est pas génial? Bien sûr, chérie. Je suis désolé de ne pas être là ce soir pour commencer la fête immédiatement. Elle dit, ne t'inquiète pas, mon chéri. Nous pourrons fêter ça dimanche, quand tu rentreras. Dont tarde à arriver. Tu me manques vraiment. Ce sera solitaire dans ce grand lit ce soir sans toi. La conversation se termina après quelques minutes supplémentaires sur des affaires domestiques. Thomas resta assis là, songeant au mensonge que Sabine venait de lui servir. Sa bouche avait un goût amer et son estomac se nouait. Jusqu'à ce soir, il n'avait jamais remis en question la solidité de son mariage et de son amour. Maintenant, il n'en était plus si sûr. Thomas se coucha tard, se tourna et se retourna pendant plusieurs heures avant de s'endormir seul dans le grand lit, le même lit que Sabine avait prétendu être solitaire. Les yeux grands ouverts, il se réveilla à 7 heures, fixa le plafond et essaya de planifier sa journée. À 9 heures, il réalisa que Sabine ne rentrerait pas. Lorsque la réceptionniste répondit à son appel, il ne demanda pas Claudia, mais demanda simplement à parler à Madame Conroy. Il remercia la réceptionniste quand elle l'informa que Madame Conroy n'était pas disponible, remarquant qu'il n'y avait pas d'urgence et qu'il rappellerait lundi matin. Oh, ce serait parfait. Madame Conroy devrait être au bureau lundi à 9 heures. Vous pouvez l'appeler à ce moment-là, vint la réponse amicale. Thomas monta dans le SUV après avoir rassemblé quelques informations dans les documents de travail de sa femme. Ils avaient acheté l'Explorer vert foncé uniquement pour les visites dans les Préalpes ou lorsqu'ils tiraient leur caravane. C'était une voiture qu'aucun de leurs amis ne connaissait. Il se rendit en voiture du garage Mercedes au bureau de Sabine à Starnberg. En traversant lentement le parking, il constata que la BMW grise de Sabine n'était pas là. Le cœur lourd, il se dirigea vers l'adresse de Stéphane Berger qu'il avait trouvée dans ses papiers. Il arriva à la maison dans un quartier boisé de la riche zone résidentielle de Göttingen. Une clôture en briques rouges de 2,40 m de haut entourait la propriété, projetant des ombres profondes à partir de grands sapins. Alors qu'il passait lentement, il remarqua la BMW de Sabine garée près du garage, délibérément positionnée pour ne pas bloquer l'allée circulaire. Sa vision s'obscurcit instantanément, alors il s'arrêta sur le bord de la route jusqu'à ce qu'il puisse se calmer et que sa vue s'éclaircisse. Thomas se rendit à Starnberg et s'arrêta pour le petit déjeuner. Il s'assit à table et commanda des gaufres belges et du thé à 11h30. Le café lui retournait trop l'estomac, et il doutait qu'il puisse même manger les gaufres. Il mangea prudemment, se forçant à avaler chaque bouchée, et finit par terminer le repas. Après avoir payé l'addition, il quitta le restaurant. 1 heure plus tard, il retourna lentement sur la route qui passait devant la maison de Berger. La voiture de Sabine était toujours là. Après plus d'1 heure de conduite inutile, il repassa devant la maison. Sa voiture était toujours là. Envahi par une myriade de sentiments, il rentra chez lui, songeant à ce qui restait de sa femme et de la vie qu'il avait aimée. Pourrait-il encore sourire un jour? Se demanda-t-il. Il passa le reste de la journée à ne rien faire. Il grignota des collations légères, des fruits, des boissons et du coca pour couper son appétit, car il n'arrivait pas à se décider à cuisiner. Alors qu'il était sur le point de se coucher, le portable de Thomas sonna à 21h45, la seule perturbation. Sabine se plaignit à nouveau de la taille et du vide de son lit sans lui. Thomas rit, essaya de ne pas avoir l'air déprimé et prétendit qu'elle n'avait vraiment pas réalisé à quel point un si grand lit pouvait être solitaire. Déconcertée, Sabine demanda ce qu'il voulait dire par là. Il minimisa la remarque et lui fit comprendre qu'elle devait vraiment se sentir très seule si elle dormait seule. Il lui assura qu'il l'aimait plus que sa propre vie, avant de raccrocher. À minuit passé, il se força finalement à aller se coucher. Sa tête était en ébullition. Ne l'avait-elle jamais vraiment aimé? Essayait-elle de le punir de quelque chose? Non, il s'agissait d'elle, pas de lui. Qu'est-ce qui n'allait pas? De quoi avait-elle besoin de plus? Pourrait-il même le lui donner? Comment pouvait-il arranger les choses? Il se tourna et se retourna encore une nuit, se réveillant à 8 heures, agité.
Thomas était assis dans le salon, les lumières éteintes et les rideaux tirés. Il était presque 10 heures lorsqu'il entendit la BMW de Sabine se garer dans le garage. Un instant plus tard, elle entra par la porte qui reliait le garage à la cuisine, avec un petit sac de voyage. De son grand canapé en cuir sombre, il la vit entrer. Elle portait une jupe à carreaux et un chemisier sans manches d'un rouge éclatant. Elle avait déboutonné les 2 premiers boutons de son chemisier en soie. Elle traversa la cuisine d'un pas léger et alerte. À son cou élancé scintillait le collier qu'il lui avait offert pour leur 3e anniversaire de mariage. Elle s'arrêta au milieu de la cuisine, fixant le fouillis dans l'évier. Thomas n'avait pas pris la peine de mettre les verres sales de la veille dans le lave-vaisselle, ni même de faire la vaisselle après le petit déjeuner. Sabine remarqua également la bouilloire pleine d'eau sur la cuisinière. Elle parcourut la cuisine, où seule une faible lumière filtrait à travers les rideaux clos, jetant des coups d'œil prudents autour d'elle. Dans la salle à manger, elle s'arrêta et fixa les rideaux devant les portes coulissantes en verre qui menaient à la terrasse. Avant de commencer, elle examina chaque recoin et chaque angle. Elle posa son sac de voyage sur une chaise, puis se faufila dans le salon et prit le tisonnier près de la cheminée avant de se retourner pour observer la pièce. Thomas, assis silencieusement sur le fauteuil, porta alors sa tasse à ses lèvres pour boire son thé, attirant enfin son attention sur sa présence fantomatique. « Oh mon Dieu, Thomas! Tu m'as fait sursauter. Quand es-tu rentré ?» La voix de Sabine tremblait. Thomas laissa le silence s'étirer. Seules quelques minutes s'écoulèrent, mais avant qu'il ne réponde enfin, cela lui sembla beaucoup plus long. Sa voix, d'ordinaire si vivante et expressive, sonnait sans âme. Il y a quelques jours. Alors que Sabine reculait, ses genoux semblèrent almost give way, comme si elle allait s'effondrer sur la chaise en face de son mari. Son visage se figea dans un état d'effroi. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi n'as-tu pas téléphoné? Où as-tu dormi ?» Thomas répondit d'une voix insensible, tout en prenant une autre gorgée de thé, « J'ai appelé. Jeudi après-midi, j'ai appelé. Ni au bureau, ni à la maison. Claudia était également absente. » Il laissa de nouveau le silence s'étirer, puis prit une autre tasse de thé. « Tu as appelé, alors que j'étais assise sur ma chaise. Où j'ai passé la nuit dans ce grand lit vide que tu mentionnais. Il semblait solitaire. Dehors, dans la chaleur ensoleillée, une voiture passa. 2 voisins commencèrent à se disputer bruyamment, et l'un de leurs chiens se mit à aboyer à plein poumon. Le salon était faiblement éclairé, tous les rideaux et stores étaient fermés. Les sanglots étouffés de Sabine étaient le seul son qui s'y trouvait. Thomas prit une autre gorgée et continua, de la même voix morte et inexpressive. « Pour une raison quelconque, je doute que le lit dans lequel tu as dormi ces 2 dernières nuits ait été aussi solitaire. Veux-tu m'en parler? Sabine, pourrais-tu m'expliquer ce qui s'est passé ?» Maintenant, Sabine pleurait ouvertement, sa tête tourbillonnait d'un côté à l'autre tandis qu'elle se couvrait le visage de ses paumes. « Thomas, je t'aime. Rien de tout cela n'a à voir avec toi ou avec nous. Essaie de comprendre, s'il te plaît. J'ai senti que j'étais obligé de le faire. Rien de tout cela n'a à voir avec nous ou avec mon amour pour toi. C'est ridicule, Sabine. Comment ta trahison envers moi peut-elle ne pas avoir à voir avec nous? J'ai pensé que je devais le faire. J'essayais de remercier Stéphane pour tout ce qu'il a fait pour moi. Cela n'a rien à voir avec ce que je pense de toi. Cela n'a absolument rien à voir avec mon affection pour toi. » Toujours immobile, Thomas observa sa femme tout en buvant son thé. Finalement, il se leva pour aller remplir sa tasse à la cuisine. Il demanda à Sabine si elle voulait quelque chose. Elle secoua la tête sans le regarder. Elle ne le vit pas non plus retourner à sa place. « Eh bien, madame, demanda-t-il, dis-moi, pourquoi as-tu eu le sentiment que tu devais quelque chose à Berger? Et pourquoi as-tu rompu tes vœux de mariage envers moi, alors? » Puis, il réfléchit soudainement. « T'a-t-il fait du chantage avant de t'aider dans l'affaire Chulin? » Non. Oh non, ce n'est pas ça. C'est un homme très noble. Ce qu'il a fait, il l'a fait parce qu'il voulait m'aider, et il savait que j'étais en difficulté. Il n'aurait jamais rien demandé de tel. Il n'attendait rien en retour. Alors, puisqu'il n'a rien demandé, il était trop noble pour même suggérer que tu rompes tes vœux. Pourquoi t'es-tu porté volontaire? Est-ce que je comprends bien? Qu'est-ce qui m'échappe? Tout cela me paraît si vulgaire. Sabine répondit, sa voix montant d'un ton, ce n'était pas du tout comme ça. Il l'avait mérité, je te le répète sans cesse, ça n'avait rien à voir avec toi, moi ou nous.
Thomas demanda, presque en criant, ai-je fait quelque chose de mal? Est-ce qu'un problème avec moi a mené à ça? Non, s'écria Sabine. Je devais trouver un moyen de le remercier pour ce qu'il a fait pour moi. Lorsqu'il a aidé Chulin, il l'a fait pour toi et moi. Son aide nous profitera à tous les deux. Tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait pour moi, mais pour lui. Ça n'avait rien à voir avec mon amour pour toi. Après un moment de silence, Thomas dit doucement, alors, si tu es si contrarié que ma description de ton rendez-vous te paraisse de mauvais goût et mesquine, cela signifie que c'était merveilleux pour toi. Un silence planait entre eux avant que Thomas ne le rompe à nouveau. La voix de Thomas était inexpressive, mais Sabine sentit un tremblement dans ses mots. Te souviens-tu, Sabine, comme je t'ai toujours dit, comme je l'ai juré, que je t'appartenais. Et tu m'as toujours dit que tu m'appartenais, tu m'as dit maintes fois que tu étais tout à moi, la plupart du temps sans qu'on te le demande. Te souviens-tu comme je croyais fermement que nous nous appartenions l'un à l'autre? Thomas, oui, je t'appartiens vraiment. Ça n'a rien à voir avec toi ou nous. Thomas remarqua, sa voix calme, mais tranchante, oh, Sabine, comment peux-tu dire une chose et ensuite une autre qui est si contradictoire? Ne vois-tu pas la contradiction? Sabine sanglota, ça ne veut rien dire, Thomas. Je suis toujours là. Rien n'a changé chez moi. Je t'aime de tout mon cœur. Je suis à toi. Tout ce que nous traversons nous change, ajouta Thomas. Tu viens de revenir après avoir passé 2 nuits au lit avec un autre homme. Sa voix tremblait en continuant. Sanglotant, il dit, tu as été intime avec un autre homme et tu as fait des choses qui ne devraient être partagées qu'avec quelqu'un que tu aimes. Combien de nuits as-tu passé avec lui, Sabine? N'était-ce que 2 nuits? Combien d'autres y en a-t-il eu? Thomas continua, sa voix redevenant passive après une longue pause, alors qu'il reprenait le contrôle de ses émotions. Cela peut m'aider, Sabine, mais je ne peux m'empêcher de me demander combien d'autres hommes ont mérité d'être récompensés avec ce qui n'appartenait qu'à moi. Tu me dis que tu es à moi, puis tu te révèles sans le vouloir. Sabine secoua la tête et rejeta les remarques de Thomas tandis que son corps tremblait de sanglots. Ses épaules s'affaissèrent, elle semblait rapetisser. Ses coudes reposaient sur ses genoux, ses mains couvraient son visage, ses cheveux retombaient dessus. Tandis que sa femme se ratatinait sur sa chaise en face de lui, de longues périodes de silence passèrent, l'homme restant assis en silence, perdu dans ses pensées. Une pénombre remplissait la pièce, et les seuls bruits étaient ceux du monde extérieur, un monde où les voisins profitaient d'une journée calme et agréable. Dans la pièce, à part les pleurs de Sabine, régnait le silence jusqu'à ce que l'horloge sur la cheminée sonne doucement midi. Je jure que je t'aime autant que dimanche lorsque je suis parti pour Hambourg, mais je ne sais pas où nous en sommes. Tu me répètes sans cesse que ta trahison n'a rien à voir avec moi. Tu ne comprends pas ce que tu as fait. Ma confiance en toi a disparu, et je ne sais pas comment la reconstruire. Thomas continua, si tu suggères que je m'en aille et que je te trompe pour rétablir l'équilibre, alors c'est fini entre nous. Premièrement, si tu te soucies si peu de ma fidélité, cela montre à quel point tu me considères peu. Deuxièmement, 2 torts ne font pas un droit. 2 torts sont 2 fois pire qu'un. Après un moment de silence. Il se leva doucement de sa chaise, posa la tasse de thé vide sur la cheminée et se dirigea vers la salle à manger. Là, il écarta les rideaux pour apercevoir leur jardin immaculé. Sabine s'efforça d'entendre qu'il parlait sur ce ton. Sabine, j'ai envie de te secouer si fort que tes dents claquent. Je n'ai jamais voulu faire de mal à une femme, surtout pas à mon amour, et oui, ce serait une très mauvaise idée pour moi de rencontrer Stéphane Berger maintenant, malgré tes allusions selon lesquelles c'est toi qui l'aurais séduit. Sabine soupira doucement, essayant peut-être de cacher qu'elle avait séduit Stéphane. Thomas continua, tu as dit que ce n'était pas son idée. Juste pour soulever un petit problème de plus, maintenant qu'il a goûté à tes fruits, obtenus sans le moindre effort de sa part, ne va-t-il pas s'attendre à ce qu'il soit toujours à sa disposition? Quoi que tu lui expliques, il est convaincu que tu es facile. Thomas fit le tour du salon, se sentant comme s'il regardait dans une caverne noire, loin de leur cour lumineuse. Il s'arrêta, puis dit doucement, Sabine, je t'aime. Dans les mois à venir, nous pourrons parler de ce que le mariage signifie pour chacun de nous. Peut-être pourrons-nous recoller les morceaux ensemble. Puis, il fit coulisser les portes vitrées donnant sur la cour et sortit. Sa femme pleurait lorsqu'il referma la porte derrière lui. Les semaines suivantes passèrent comme dans un brouillard pour Thomas. Il retourna au travail, accomplit ses tâches quotidiennes, mais intérieurement, il se sentait vide.
Sabine tenta à plusieurs reprises de l'entraîner dans une conversation sur leur avenir, mais il ne parvenait pas à la regarder dans les yeux. L'image d'elle avec Stéphane Berger le hantait jour et nuit. Un vendredi soir, rentrant du travail plus tard que d'habitude, il trouva une lettre sur la table de la cuisine. Le message manuscrit de Sabine était court et précis. Thomas, je suis parti chez ma sœur à Cologne. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Comprends, s'il te plaît, que je t'aime vraiment, peu importe ce que tu penses maintenant. Ce que j'ai fait est impardonnable, mais j'espère que tu pourras un jour me pardonner. Sabine. Il glissa la lettre dans sa poche et traversa lentement la maison désormais vide. Dans leur chambre, il ouvrit le placard de sa femme, environ la moitié de ses vêtements avaient disparu. Assis sur le bord du lit, des larmes lui vinrent pour la première fois depuis des années. Pas seulement des larmes de colère ou de déception, mais des larmes d'une tristesse profonde et déchirante face à ce qui avait été et qui était peut-être perdu à jamais. Les jours suivants, il les passa de manière mécanique. Il allait au travail, rentrait chez lui, mangeait quelque chose, dormait à peine. Le mercredi suivant, son téléphone sonna, c'était le docteur Croze, son vieil ami et médecin de famille. « Thomas, je m'inquiète pour toi. Sabine m'a appelé et m'a raconté ce qui s'est passé. Passe ce soir, parlons-en. » Thomas voulut refuser, mais quelque chose dans la voix de son ami le fit accepter. Il était peut-être temps de parler à quelqu'un qui n'était pas directement impliqué. Lorsqu'il arriva au cabinet du docteur Croze, le médecin était justement en train de raccompagner son dernier patient. « Entre, Thomas. »« Tu as l'air terrible, » dit Klaus Croze sans détour, l'emmenant dans son bureau privé au lieu d'une des salles de consultation. Il versa 2 verres de whisky et en tendit un à Thomas. « Je ne suis pas là en tant que ton médecin, mais en tant que ton ami. Bois ça et dis-moi comment tu vas. » Thomas prit une gorgée et sentit l'alcool lui brûler la gorge. « Je fonctionne. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. » Fonctionner, ce n'est pas vivre, Thomas. Tu as perdu au moins 5 kilos ces 2 dernières semaines. Klaus Croze observa attentivement son ami par-dessus le bord de son verre de whisky. Il connaissait Thomas depuis plus de 15 ans, depuis que lui et Sabine avaient emménagé à Starnberg. Il les avait accompagnés à travers les hauts et les bas, avait assisté à leur mariage et avait toujours pensé que leur union était inébranlable. « Thomas, je sais que tu es blessé, » dit finalement Klaus. « Mais j'ai parlé à Sabine. Elle est anéantie. » Thomas eut un rire amer. « Elle est anéantie ? Quelle ironie !» Il prit une autre gorgée de whisky. « Elle a détruit notre mariage, Klaus. Elle m'a menti, trompé, et a ensuite essayé de le justifier comme si c'était un acte de charité. » Klaus hocha lentement la tête. « Je comprends ta douleur. Vraiment. Mais il y a quelque chose que tu devrais savoir. » Thomas leva les yeux. Quelque chose dans la voix de son ami attira son attention. L'affaire Chulin sur laquelle Sabine travaillait. Ce n'était pas une affaire ordinaire. Klaus posa son verre et se pencha en avant. Il ne s'agissait pas seulement d'un client. Il s'agissait de vous deux. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? La société Chulin appartenait à un consortium plus important impliqué dans un système de blanchiment d'argent. Au cours de ses enquêtes, Sabine a découvert des documents qui impliquaient également ta société. Thomas se figea. Ma société ? C'est impossible. J'aurais su. Non, tu n'aurais pas su, dit Klaus avec insistance. Ces gens sont bons, Thomas. Ils tiennent leurs sales affaires à l'écart de la plupart des employés. Mais ton nom figurait sur certains documents. Tu avais signé sans le savoir des papiers qui auraient pu t'envoyer en prison. Le visage de Thomas perdit toute couleur. Quoi ? Sabine a découvert le pot au rose et a paniqué. Elle savait que tu n'y étais pour rien, mais les preuves étaient accablantes. Stéphane Berger a des relations au parquet. Il a fait en sorte que ton nom disparaisse de tous les documents avant que l'affaire ne soit transmise aux autorités. Thomas fixa son verre de whisky, la tête lui tournait. Elle voulait te protéger, Thomas, poursuivit Klaus. Elle a commis une terrible erreur, oui. Mais elle n'était pas motivée par la luxure ou la cupidité. Elle avait peur de te perdre en prison. Ces mots frappèrent Thomas comme un coup de poing. Toute la colère et la douleur des dernières semaines se mêlaient maintenant à la confusion et à l'ébauche d'une terrible compréhension. « Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit ?» murmura-t-il. « Parce qu'elle savait que tu ne l'aurais pas permis. Tu aurais insisté pour te rendre, même innocent. Elle connaissait ton sens de la justice.
Et elle savait que le système n'est pas toujours juste. Thomas se leva et alla à la fenêtre. Dehors, la nuit était tombée et il pouvait voir son propre reflet dans la vitre, un homme brisé qui ne savait plus ce qui était bien ou mal. Ce que Sabine a fait est mal, dit Klaus à voix basse. Mais parfois, on fait des choses terribles par amour. Pas pour se justifier, mais par une tentative désespérée de protéger ce qui compte le plus pour nous. Thomas se retourna, les larmes aux yeux. Je ne sais pas si je pourrai jamais comprendre ça, Klaus. Ni si je pourrai lui pardonner. C'est à toi de décider. Mais ne le fais pas sans connaître tous les détails. En quittant le cabinet, Thomas avait l'impression de marcher dans un brouillard épais. La ligne claire entre la trahison et le sacrifice, qu'il avait tracée avec tant d'assurance, commençait à s'estomper. Le lendemain matin, Thomas s'est mis en arrêt maladie. Pour la première fois depuis des années, il était incapable de travailler. Il était assis sur la terrasse de leur maison, fixant le jardin et essayant de remettre de l'ordre dans ses pensées. Il connaissait le numéro de téléphone qu'il a composé par cœur, même s'il ne l'avait pas utilisé depuis des semaines. Thomas ? La voix de Sabine était surprise et tremblante. Il faut qu'on parle, dit-il simplement. Pas au téléphone. Tu peux rentrer. Un long silence suivit. Oui, finit-elle par dire. Je peux être là dans 3 heures. Thomas passa le temps jusqu'à son arrivée à faire le tour de la maison. Il contemplait les photos accrochées au mur, souvenirs de voyages communs, de moments heureux. Il toucha les objets qu'ils avaient choisis ensemble, le tapis tissé à la main du Maroc, l'ancienne bibliothèque où leurs livres préférés étaient rangés côte à côte, comme ils l'avaient été eux-mêmes pendant des années. Quand il entendit la voiture de Sabine dans l'allée, il se tenait près de la fenêtre. Elle avait l'air épuisée, pâle et plus mince qu'il y a quelques semaines. Pendant un moment, il eut envie de se précipiter dehors et de la serrer dans ses bras, comme il l'avait si souvent fait. Mais quelque chose le retint. Elle entra dans la maison avec hésitation, comme si elle était une invitée et non la femme qui vivait ici depuis des années. « Bonjour, Thomas, dit-elle doucement. Klaus m'a parlé de l'affaire Schulin, dit-il sans embâche. Les yeux de Sabine s'écarquillèrent. Ah. Elle s'assit sur la chaise en face de la sienne, la même chaise qu'elle avait occupée lorsqu'il l'avait confrontée à son infidélité. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demanda-t-il. « Ça aurait changé quelque chose ?» répondit-elle par une question. « Bien sûr que oui. J'aurais compris ce qui était en jeu. »« Et qu'aurais-tu fait, Thomas ?» Sa voix se fit plus forte. « Tu aurais insisté pour aller à la police. Tu aurais tout avoué, même si tu n'avais rien fait. Tu aurais ruiné ta vie, notre vie. Ce n'était pas à toi de décider. »« Si, c'était à moi, » s'écria-t-elle. « Quand j'ai vu ces documents, avec ta signature dessus, j'ai su que je ferais tout pour te protéger. » « Tout ?» Thomas se leva et alla à la fenêtre, lui tournant le dos. « Ça ne justifie pas ce que tu as fait. »« Non, » dit-elle doucement. « Ça ne le justifie pas. Rien ne le justifie. Mais ça explique pourquoi j'étais si désespéré. » Thomas se retourna et la regarda. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais elle soutenait son regard. « J'aurais pu remercier Stéphane d'une autre manière aussi, » poursuivit-elle. « J'aurais pu lui offrir de l'argent, lui promettre une faveur. Mais il ne l'a jamais demandé. C'était mon idée, ma décision. » Elle déglutit avec difficulté. « Ma faute. » Thomas alla lentement s'asseoir sur le canapé à côté d'elle, pas aussi près qu'avant, mais plus près que ces dernières semaines. « Je ne sais pas si on peut surmonter ça, Sabine, » dit-il honnêtement. « Moi non plus, » murmura-t-elle. « Mais je sais que je t'aime, Thomas. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. Ce que j'ai fait est la pire erreur de ma vie. Pas parce que je me suis fait prendre, mais parce que je t'ai blessé, toi, la personne que j'aime le plus au monde. » Hésitante, elle tendit la main pour toucher la sienne. Il ne la retira pas. « Je comprendrai que tu veuilles partir, » dit-elle. « Mais si tu es prêt à essayer, alors moi aussi. » Thomas contempla leurs mains entrelacées. Tant de choses étaient brisées, tant de confiance perdue. Mais il y avait aussi tellement d'histoires entre eux, tant d'années partagées, tant d'amour. « Ça prendra du temps, » dit-il finalement. « Et du travail. Beaucoup de travail. »« Je sais, » répondit-elle. « Et rien ne sera plus jamais comme avant. » Elle acquiesça, une larme coulant sur sa joue. « Rien n'est jamais comme avant, Thomas. Mais peut-être que ça pourra redevenir bien un jour. »
Différent, mais bien. Thomas sentit quelque chose céder en lui, pas le pardon, pas encore, mais la volonté de trouver le chemin qui y mènerait. On devrait commencer une thérapie de couple, dit-il. Un faible sourire apparut sur le visage de Sabine. Oui, dit-elle. On devrait. Un an plus tard, Thomas et Sabine étaient assis sur la terrasse de leur maison de vacances au bord du lac de Garde. Le soleil couchant inondait les montagnes d'une lumière chaude, et le lac scintillait comme 1000 diamants. Ça a été une année difficile, dit Sabine en sirotant son verre de vin. Thomas acquiesça. C'est le cas. Les mois qui avaient suivi leur confrontation avaient été marqués par une honnêteté douloureuse, des conversations interminables et, parfois, des rechutes. Ils avaient consulté un conseiller conjugal chaque semaine, avaient appris à exprimer leurs sentiments sans se blesser, avaient redéfini les limites et clarifié les attentes. Il y avait eu des jours où Thomas avait pensé que tout cela ne servait à rien. Des jours où les images de Sabine avec Stéphane Berger revenaient et le remplissaient d'une douleur vive. Et il y avait eu des jours où Sabine se demandait s'il était juste de lier Thomas à une femme qu'il avait si profondément blessée. Mais ils avaient persévéré. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. J'ai parlé à Klaus au téléphone aujourd'hui, dit Thomas, brisant l'agréable silence. Il demande si on veut venir dîner le mois prochain. Lui et Maria fêtent leurs 30 ans de mariage. Sabine sourit. J'aimerais bien. Elle hésita, puis ajouta, tu crois qu'on atteindra aussi nos 30 ans? Thomas la regarda vraiment. Il voyait la femme qu'il avait épousée il y a tant d'années, la femme qu'il avait accompagnée à travers les hauts et les bas de la vie. Il voyait ses forces et ses faiblesses, ses erreurs et ses vertus. Et il voyait quelque chose qu'il n'aurait pas cru possible un an plus tôt, un avenir. Oui, dit-il en prenant sa main. Je le crois. Il savait qu'il lui avait complètement pardonné le jour où il avait cessé de chercher des preuves d'autres mensonges. Quand la méfiance, qui s'était répandue en lui comme un ulcère, avait commencé à s'estomper. Quand il avait commencé à accorder plus d'attention à ce qui était devant lui qu'à ce qui était derrière lui. Rien ne sera plus jamais comme avant, avait-il dit un an auparavant. Et c'était vrai. Leur mariage n'était plus le même. À certains égards, il était devenu plus fort, forgé dans le feu de la trahison et du pardon. À d'autres égards, il portait encore des cicatrices qui ne guériraient peut-être jamais complètement. Mais il était authentique. Plus authentique que jamais. Ils avaient fait tomber les façades, s'étaient montrés dans leur vulnérabilité, s'étaient révélé les parties les plus sombres de leur âme et avaient malgré tout décidé de rester. Tu te souviens de ce que le docteur Meyer a dit lors de notre dernière séance? Demanda Sabine. Thomas acquiesça. Le véritable amour n'est pas un conte de fées. C'est une décision que l'on prend chaque jour. Je prends cette décision, dit Sabine doucement. Chaque jour. Moi aussi, répondit Thomas en serrant sa main. Le soleil se couchait lentement derrière les montagnes, et les premières étoiles apparurent dans le ciel. Dans la maison voisine, quelqu'un jouait du piano, une douce mélodie qui se propageait sur l'eau. Thomas savait que le chemin qu'ils avaient choisi n'était pas le plus facile. Il aurait été plus simple d'abandonner, de se séparer et de recommencer à zéro. Mais plus simple ne voulait pas dire mieux. Et parfois, avait-il appris, ce qui était le plus difficile à atteindre était aussi ce qui était le plus précieux. Je t'aime, dit-il, et pour la première fois depuis longtemps, ces mots ne sonnaient pas comme un souvenir de ce qui avait été, mais comme une promesse de ce qui allait venir. Sabine posa sa tête sur son épaule, et ensemble, ils regardèrent la nuit tomber sur le lac non pas la fin d'une journée, mais le début d'une nouvelle.